Aujourd'hui, on voulait dresser un peu le bilan du système de commercialisation de l'année 2021. Alors, nous, on a 2 boutiques de producteurs auxquelles on livre nos légumes et un petit peu la limite de ce système de commercialisation et de débouchés, c'est que, étant donné qu'on est dans une région avec peu d'habitants et très touristique, en fait, ça fonctionne surtout bien l'été. On fait aussi le marché de Belvès, une fois par semaine, le samedi matin. Et là aussi, pareil, on le fait que l'été parce que finalement, on est dans une région touristique et ça fonctionne bien ou correctement que l'été. On vend aussi nos légumes par panier. Cette année, on s'est contenté on a limité les paniers en fait à des paniers à venir chercher sur la ferme. Et ça fonctionne avec un outil qui est cagette.net où finalement les gens commandent un panier sur internet et après nous on prépare le nombre de paniers qui a été commandé. Et en fait, avant on était sur un système, on participait à une AMAP et en fait l'AMAP on a arrêté parce qu'on n'avait pas suffisamment de paniers et quand on voyait les coûts logistiques d'aller livrer pour peu de paniers, c'était plus intéressant pour nous. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que la dynamique des AMAP, autant en ville, on voit un certain engouement pour plein de gens aller prendre des paniers en AMAP et soutenir des petits producteurs. D'un autre côté, à la campagne, la dynamique des AMAP, c'est plutôt à diminuer, au mieux à se maintenir et beaucoup à se casser la gueule. Donc ça, c'est un peu la donnée. Il y a aussi les collectivités avec lesquelles on travaille, par exemple des collèges, des écoles. Et là aussi, on a vu que ça rentre en fait dans le cadre de marché public, en fait, il y a pas mal de freins administratifs et de difficultés qui font que finalement, on travaillait pas mal avec ces collectivités et qu'on voit que ça devient de plus en plus difficile pour nous de s'adapter à toutes les contraintes qui sont liées justement à ce type de marché public. Et puis après, il y avait la Biocoop. La logique de la Biocoop était de travailler historiquement avec les premiers producteurs qui étaient rentrés. Donc nous, on était plutôt en fin de liste. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que notre Biocoop locale nous a dit qu'elle ne pouvait plus nous prendre de légumes, puisque finalement, la maison mère de Biocoop a imposé aux antennes, au Biocoop, de faire des audits auprès des producteurs, pour rapprocher en fait le producteur du consommateur. Et tout ça, c'est la rhétorique, la communication de la maison mère de Biocoop. Mais dans les faits, ça fait que finalement, une petite Biocoop qui peut pas payer une audit pour 10 producteurs va finalement aller voir que les producteurs principaux, parce que c'est une charge de temps et d'argent d'aller faire des audits. Et donc finalement, il y a des petits producteurs qui arrivaient en fin de liste des producteurs de la Biocoop qui vont plus pouvoir vendre leurs légumes à la Biocoop qui est à côté de chez eux. C'était un petit peu pour dénoncer le discours de com de la maison mère de Biocoop et la réalité, en tous les cas, dans notre cas, de ne plus pouvoir aller livrer nos légumes à la Biocoop. Donc l'année passée, on avait fait une vidéo où on disait qu'on cherchait un petit peu des débouchés parce qu'on a eu des belles planches, des belles productions et on sentait que ça allait être un peu limité avec nos débouchés en vente directe et du coup, on faisait cette vidéo un petit peu pour chercher d'autres débouchés. Et il y a beaucoup de gens qui se sont questionnés, qui nous demandaient mais pourquoi vous avez fait autant de légumes, quel est le sens de faire ça? C'était pour répondre en fait à un argumentaire récurrent de la plupart des experts qu'on voit sur les plateaux télé qui dit sans cesse et qui répète qu'il n'y a que l'agrochimie, sans les pesticides, sans les engrais, on ne peut pas produire, on ne peut pas nourrir la population et c'est un discours qui est vraiment récurrent. Et là, nous on voulait tout simplement montrer que c'était tout à fait possible, puisqu'on l'a fait, de produire énormément de légumes de très bonne qualité, sans intrants à part du recyclage de matières organiques produites sur nos territoires, et du coup sans pesticides, de pouvoir produire beaucoup de la qualité, c'est tout à fait possible. Donc évidemment, on n'est pas les seuls à en faire la démonstration, mais on voulait le montrer par vidéo parce que c'est ça qui a sans doute le plus d'impact. Et puis la deuxième explication, c'est que depuis 2021, on a commencé à travailler comme paysan semencier multiplicateur, c'est-à-dire à produire des semences, et donc il y avait toute une partie de ces légumes qui étaient destinés à la production de graines
pour les vendre à un semencier. L'exemple du champ de potimarron, c'était un champ qui était destiné à la production de semences. Quand tu fais de la semence de potimarron, eh ben, tu ramasses tes fruits, tu les ouvres, tu ramasses tes graines, et après finalement tu te retrouves avec le fruit, la chair du fruit, qu'est-ce que j'en fais? Et ça s'appelle du légume propre, et donc on a essayé de chercher des débouchés pour ces légumes propres. Donc en fait on a regardé un petit peu, les véritables contraintes, c'est finalement les normes d'hygiène qui font qu'il faut rester en chaîne du froid, et qui est la DLC qui fait que finalement le produit doit être consommé ou transformé dans les quelques jours qui suivent. Donc ça c'est vraiment les contraintes du produit. Donc en fait on a trouvé des transformateurs, des gros transformateurs qui étaient OK pour nous prendre de la marchandise, mais à un prix qui couvrait même pas les frais de transport. Donc bon, c'était pas intéressant pour nous. Après, on a essayé de les donner à des associations. Par exemple, Resto du Cœur, etc. Et en fait, on était surpris de voir qu'en fait, la plupart des associations trouvaient ça très bien, notre démarche, etc., mais qu'ils n'avaient pas les moyens logistiques de faire face à un don de produits frais. Donc après, on en a donné à des voisins qui avaient des cochons. Et puis finalement, après, on s'est dit, mais il y a quand même peut-être mieux à faire. Et du coup, finalement, on a organisé des distributions gratuites de potimarron. Et ça, c'était chouette parce qu'il y a eu plein de gens qui sont venus. Et finalement, on a eu des merci, des sourires. Et finalement, ça valait bien le coup de faire ça. Et si on a d'autres légumes dans ce style-là, on refera ça parce que c'était vraiment chouette. Pour ce qui est du champ de butternut, en fait, là aussi, c'était destiné à la production de semences. Mais en fait, on a eu un problème avec la semence de base, ce qui fait qu'on n'a pas pu garder les graines pour faire de la semence. Et du coup, on s'est retrouvé avec 7 tonnes de butternut, grosso modo, à vendre en direct. Et là, clairement, on n'a absolument pas les débouchés locaux pour vendre 7 tonnes de butternut. Du coup, suite à la vidéo, justement, on a eu plein de gens qui disaient allez contacter un tel, un tel, un tel. Et donc là, on a essayé, on a vu un petit peu l'univers de la vente en demi-gros, en gros. Et donc là, là, on a vu ce que c'était que la logique des prix de marché. Et donc là, en gros, demi-gros, si on veut vendre du butternut, le prix du marché, c'était 1,10 €. Et donc 1,10 € le kilo, le prix de vente, mais ce qu'il faut voir, c'est que ça, c'est livré chez le client final. Et donc moi, je vais avoir 55 centimes de coût par kilo de transport logistique, ainsi que 10 centimes de cagette, cajot, emballage. Et donc du coup, ce qui fait que finalement, je vais récupérer que 45 centimes par kilo de butternut produit. Et donc ça, ça ne couvre pas mes coûts de production, mes frais de production. Donc en fait, c'est pas une solution pour un maraîcher diversifié comme moi. Ce type de marché, c'est totalement inaccessible. Les coûts d'achat sont trop bas ou sinon, en tous les cas, le coût logistique est trop important. Du coup, on s'est posé un petit peu la question de qu'est-ce qu'on pouvait faire avec les collectivités. Et en fait, là, comme je disais tout à l'heure, le problème de la collectivité, c'est que ça rentre dans le domaine du marché public. Et donc, du coup, il y a des contraintes administratives qui sont complexes et qui font que finalement, moi je trouve que c'était pas fonctionnel pour nous et je vais pas les énumérer là, il faudrait vraiment faire une vidéo que sur ça, sur tous les petits points qui font que c'est très contraignant pour un petit maraîcher comme nous de travailler dans ce cadre légal. Et en partie par rapport aux questions logistiques qu'il faut aller livrer entre telle heure et telle heure. Bref, il y a plein de contraintes qui font que finalement les collectivités, ça n'a pas été une solution pour nous. Et il faut savoir qu'on a travaillé pas mal avec des collectivités grâce à un personnel et un chef de cuisine et des chefs de cuisine qui étaient vraiment engagés pour soutenir une agriculture locale, bio, etc. Et c'est grâce à l'engagement de ces personnes qu'on a pu travailler avec des collectivités et qu'au fur et à mesure que la contrainte administrative se resserre et qu'on leur fait appliquer les trucs, ça devient de plus en plus difficile pour nous de travailler avec eux et c'est vraiment bien dommage et tout ça au détriment sans doute des enfants
enfants et de tout le monde en fait. Donc là, nous, on se considère, on est des maraîchers diversifiés et donc même si dans certaines vidéos on montre que c'est facile en fait de faire pousser des légumes, que les légumes poussent tout seuls, ça n'empêche que ça a quand même un coût parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites à la main et que finalement les coûts de production font que on est quasiment obligé, il faut qu'on soit sur des marchés de vente directe ou de circuit court, c'est-à-dire un intermédiaire. Sinon, le prix auquel on vend les légumes ne nous permet pas d'en vivre. Et donc là, moi, je suis un petit peu inquiet d'une certaine manière parce qu'il y a plein de maraîchers, plein de reconversions professionnelles où il y a plein de gens qui viennent s'installer. Et alors ça, c'est génial parce que en fait, c'est bien qu'il y ait des gens qui s'installent sur des modèles de petites fermes en agroécologie. Mais d'un autre côté, si les débouchés pour ces gens-là, c'est que la vente directe ou le circuit court, on va vite arriver à saturation. Et donc du coup, la question c'est est-ce que tous ces nouveaux maraîchers ils vont se faire concurrence? Et d'un autre côté, on a des tonnes de légumes produits à bas coût financier, mais à gros coût environnemental et social, qui arrivent inonder nos marchés. Et donc, du coup, ça pose quand même pas mal de questions sur qu'est-ce qu'on veut vraiment, quoi. Et là, il faut vraiment aussi différencier les deux cas de figure, c'est-à-dire qu'en ville, il y a clairement une grande demande pour du légume bio en direct. Et donc là, les débouchés sont là. Et donc c'est tout à fait... il n'y a aucun problème pour vendre en direct, en tous les cas actuellement. Alors que là, dans ce que nous, on a vécu, c'est un contexte dans campagne, en milieu rural, où finalement, il y a beaucoup de gens qui ont déjà leur jardin, il y a une densité de population faible, avec des revenus pas très élevés, et pourtant pas mal de maraîchers. Et donc, c'est dans ces contextes-là que ça peut être difficile pour de nouveaux installés de trouver des débouchés pour leurs légumes en vente directe, quoi. Du coup, suite à ce petit bilan de 2021, qu'est-ce qu'on va faire pour 2022? Alors, on a expérimenté de faire des cajots, par exemple, de 10-15 kg de légumes sur commande à venir chercher à la ferme et de faire ça que exceptionnellement. Et ça a plutôt bien marché, on a eu des grosses commandes. Et donc, du coup, on prévoit de continuer sur ce modèle-là et peut-être que ça pourra être fait les jours où on distribue, par exemple, du potimarron évidé. On prévoit aussi de continuer la boutique de producteurs, donc on va continuer à faire du maraîchage. Mais on va quand même plus se diriger vers la production de semences, qui est quelque chose d'un petit peu nouveau et qui m'enthousiasme particulièrement et qui permet aussi de redonner encore plus de sens, puisque finalement on a eu des difficultés à vendre nos légumes et du coup on se demandait mais pourquoi produire des légumes alors que là produire des graines, c'est permettre, surtout des graines de semences paysannes, c'est permettre à tout le monde de faire ses légumes et même par la suite de garder ses graines, quoi. Et donc de permettre à tout le monde de gagner son autonomie par un petit jardin ou un plus grand jardin. Et puis cette année, on a commencé à faire nos essais quand même sur de la production de jus et de coulis, de tomates, pastèques, melons et même de la purée de piment. Et donc on va, l'année prochaine, on a bien prévu de transformer toute une partie de ces produits et du coup de faire une gamme de produits de la ferme, mais qui pourront du coup se conserver et ce qui sera peut-être plus facile à vendre si on peut du coup les amener un peu plus loin que le pas de la porte de la ferme. Dans la mesure où la PAC, même si d'un point de vue de la communication et de la rhétorique dit qu'elle souhaite aider les petites entreprises, les petites fermes en agroécologie, dans les faits c'est pas le cas puisque finalement même si on touche 4 sous, ça permet de payer en partie le label AB et que vraiment la plupart des fonds vont vers des grosses exploitations, vers de l'agro-industrie. Du coup, ça crée vraiment des distorsions de prix sur les marchés et on n'est vraiment pas aidé de ce côté-là. Pour ce qui est des collectivités, je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs qui n'ont pas encore bien compris les enjeux qu'il y avait derrière le fait d'investir dans des petites fermes diversifiées en agroécologie qui auraient pour impact
booster la vie sociale, de redynamiser les territoires, de prendre soin de notre environnement, de la question de l'eau, de la question de la séquestration du carbone, de la souveraineté alimentaire, de la santé publique, de la beauté des paysages et en fait du maintien de notre culture. Et donc c'est bien dommage parce que là on a vraiment un levier d'action, mais là il faudrait une prise de conscience et vraiment un courage politique de nos élus pour aller défendre et soutenir une politique ambitieuse de justement de remettre des petits agriculteurs qui prennent soin du paysage et de l'environnement sur nos territoires. Et quant au dernier levier, celui du pouvoir de l'individu, celui qu'on appelle le consomme-acteur, pourrait prendre la citation de Coluche. Quand on pense qu'il suffirait qu'on ne l'achète plus pour que ça ne se vende pas, mais combien d'entre nous ont réellement les moyens d'être un consomme-acteur? Le conseil que je pourrais donner, si je devais en donner un à des maraîchers qui souhaitent s'installer, c'est de vraiment voir est-ce que là où vous allez vous installer, vous allez pouvoir trouver des gens qui vous achètent vos légumes, qui sont contents de les acheter et qui sont prêts à mettre le prix en fait de ce que ça vous aura coûté pour les produire. Et donc pour résumer, en fait, là on voit, si on parlait du coup de débouchés, de prix de vente, et c'est vraiment important de s'installer dans un endroit où on va pouvoir avoir des débouchés en vente directe faciles, entre guillemets, c'est-à-dire des gens qui sont demandeurs de nos produits. Mais il ne faut pas oublier aussi que ça vaut quand même bien le coup de se former pour être efficace dans le mode de production, parce que c'est là aussi où on peut quand même faire énormément en termes de diminution des coûts de production par des techniques adaptées, par une bonne compréhension de comment ça fonctionne. Mais quand même, ça a toujours une limite, parce que là, sur le champ de potimarron ou de butternut, où on trouvait qu'on était au top au niveau du mode de production, ça a quand même ses limites et il y a certains marchés qui ne sont pas accessibles. Du coup, pour conclure, j'aurais tendance à donner comme conseil de ne pas faire en fait toutes les erreurs qu'on a faites, mais en fait les erreurs qu'on a faites en tant que maraîcher, c'est parce qu'au début, moi je me suis pas installé pour faire du maraîchage. L'idée c'était un projet de vie en autonomie et qui était plus lié à dire qu'est-ce qu'on peut faire pour vivre ici. Du coup c'était plus parti sur de l'agrotourisme, donc chambre d'hôtes, table d'hôtes, et c'est vraiment quand j'ai compris les enjeux qu'il y avait derrière l'agriculture en termes environnementaux que j'ai eu envie de faire de l'environnement et donc de faire de l'agriculture. Et donc là, dans ce cadre-là, si vous vous installez pour faire du maraîchage, et qu'on voit que si on est maraîcher diversifié en vente directe, c'est important que ce soit de la vente directe. Donc il faut avoir des clients, des mangeurs à côté de chez nous, sinon ça va être difficile à vendre nos produits. Et ça complique vraiment la donne. Et puis d'un autre point, là ce qu'on a fait en termes techniques, en termes de maîtrise des itinéraires techniques, ça nous a pris 10 ans parce qu'on était dans une logique d'expérimentation. Mais maintenant, si vous vous formez, vous pouvez très rapidement comprendre la logique, voir tout ce qui a fonctionné chez plein de maraîchers qui sont partis sur ces techniques-là, et finalement, ce qu'on a mis 10 ans à apprendre, en 1 ou 2 ans, vous les maîtriserez, et du coup, c'est vraiment important aussi techniquement de savoir où on va avant de s'installer. Ça évite beaucoup d'erreurs, et les erreurs, c'est beaucoup de temps, c'est de l'argent, et au bout d'un certain moment, ça devient dur, quoi. Et puis au début, c'est dur, donc gardez votre énergie, quoi.